Déjà, Myriam, c'est la campagne d'un annonceur qui s'appelle L'Avenir, qui est un afficheur. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un afficheur qui faisait sa propre campagne sur ses propres affiches. Pourquoi? Parce qu'au début des années 80, l'affichage était un média qui était vraiment en retombée par rapport aux médias émergents qu'est la télévision, qui était aussi à l'époque la radio, le cinéma, et l'affiche avait du mal à émerger. Pourquoi? Parce que pour les annonceurs, évidemment faire un film télé c'était formidable, être en radio, on crée du son, alors qu'être dans les rues, ça paraissait lourd, ça paraît lourdeau, ça paraît un peu mou. Et Avenir devait faire une démonstration de la souplesse, de la rapidité, de la flexibilité et du dynamisme incroyable de l'affichage. Et donc ils ont été voir une agence qui s'appelle CLM à l'époque, qui leur a dit on va inventer le premier teaser. Parce que le teaser, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est la campagne Myriam pour Avenir qui a réellement créé le teaser. Il y en a eu un peu plus tôt pour Elf, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand en une nuit ils ont dit les ronds rouges arrivent, et en une nuit ils ont changé toutes les enseignes de Elf. C'était une forme de teasing, mais en affichage c'est la première fois que c'était utilisé de cette façon-là. Donc le principe était assez simple, il fallait le trouver. On mettait une femme, une très jolie femme, Myriam, donc la fameuse Myriam, qui dit « Demain, j'enlève le haut ». Alors qu'elle était en maillot de bain au bord de la mer. Alors on dit « C'est quoi, c'est pas possible, demain, j'enlève le haut ». Mais qui parle? Personne ne signait. C'est le principe du teasing. Teasing, ça veut dire exciter, titiller en anglais. Donc c'est garder les gens en haleine. Il fallait garder les gens en haleine, non pas avec la télé, mais avec une affiche. Et là déjà, un lundi matin, quand dans tous les murs, on a cette Myriam en maillot de bain qui dit « Demain, j'enlève le haut », c'est clair que homme, femme, on a envie de voir quand même, le lendemain, c'est pas possible, elle n'a pas enlevé le haut. Mardi matin, patatras, elle a enlevé le haut. Elle a la même posture, la poitrine offerte aux yeux du public. À l'époque, il n'y avait pas de contraintes, on disait que c'était pas choquant, c'était que provoquant. Et là, elle surenchérit en disant « Demain, j'enlève le bas ». On dit « Non, le haut déjà, c'est incroyable. Ok, vous nous avez bluffé, on ne sait pas qui parle encore. » Mais pas possible, elle ne peut pas enlever le bas. Et le lendemain, évidemment, que se passe-t-il? Elle enlève le bas, mais elle est de dos. Une forme de pudeur, par affiche interposée. Et là, on dévoile qui parle, c'est Avenir, qui dit, voilà, aujourd'hui, je suis un afficheur qui tient ses promesses. Donc, en une campagne, d'abord, c'est un média qui fait sa propre pub, sur son propre média, en surprenant, en créant le teaser, avec une révélation incroyable. Tous les journaux télévisés en ont parlé à l'époque, toute la presse en parlait, et encore une fois, ça fait 25 ans, je pense que ça s'est lancé, plus de 25 ans, presque 30. Tout le monde en parle aujourd'hui comme si c'était une campagne, parce que la publicité a quelque chose d'extraordinaire, elle rentre dans l'inconscient et dans le conscient collectif, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre vie. Et quand on dit j'enlève le haut, j'enlève le bas, c'était devenu une expression consacrée. Donc, c'est l'avènement d'une forme de publicité qui s'appelle le teasing et de révélation, et c'est la première fois qu'on ose faire ça en France avec une femme nue, qui, en plus, respecte exactement toutes les promesses qu'elle nous a faites. Donc, c'est absolument mythique et c'est une campagne culte. Cette démarche est remarquable pour non seulement tous les publicitaires, pour les annonceurs, les gens de médias, parce que c'est une première. C'est une première fois qu'on ose jouer avec les gens, titiller leur intérêt, créer de la surprise et donner une forme de devinette. On se demandait ce qui se passait, mais qui parle? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette femme va enlever le haut? Pourquoi est-ce que cette femme va enlever le bas? Et en fait, on montre que la publicité peut être à la fois un sujet et un objet. Donc le fait publicitaire là était devenu pratiquement... L'acte de vente de la publicité pour cette société d'affichage était réussi, formidable, mais elle est restée dans la pérennité. Pourquoi? Parce que cette pub est devenue un objet, elle fait partie de notre culture, elle fait partie de notre vie, nous publicitaires, qui ne connaît pas et qui n'a pas une fois dans sa vie fait référence à cela. Et en plus, ça a été le démarrage de la pub dite teasing. Donc des j'enlève le haut, j'enlève le bas, on en a créé plein, en affiche, en presse, en radio, en télé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Internet nous permet de le faire de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. Donc c'est un avènement aussi d'une utilisation créative du média. On oublie parfois que la créativité, ce n'est pas que le contenu. C'est aussi comment est-ce qu'on gère le contenant. Pendant des années, moi, on ne me trouvait pas à mon bureau. J'étais toujours, quand les médias étaient dans les agences, c'était la bonne époque, puis que la loi Sapin est venue massacrer tout cela. Nous, on faisait tandem avec les gens de médias. Pourquoi? Parce qu'une bonne idée n'est intéressante que si elle est bien exprimée, mais si elle est bien diffusée. Et le média, pour moi, a toujours fait partie de l'acte créatif et de cette dimension créative. Voilà pourquoi c'est plus qu'une bonne idée, c'est un avènement, c'est une révolution, c'est une façon de créer quelque chose de différent, de jouer avec les consommateurs. Et on voit bien finalement,
vous savez, les autres mauvais augures ont toujours dit que les Français étaient publiphobes. C'est faux. Il n'y a pas plus publiphile que... pas que les Français, mais attention, publiphile, ça veut dire quoi? Pas aimer la pub, aimer la bonne pub. Donc évidemment, on est publiphobe, et moi le premier, quand on entend ces horreurs en radio, 9 fois sur 10, les messages radio vous hurlent dans les oreilles, quand on voit malheureusement trop souvent des affiches qui ne vous concernent pas, qui sont provocantes mais plutôt choquantes, qui sont vulgaires, ou des films qui ne disent rien, ça oui. Mais regardons ce qui émerge, et regardons les bonnes campagnes, et ça fait partie pour moi des 10 grandes campagnes de l'histoire. Cette campagne peut encore aujourd'hui inspirer les professionnels de la communication pour montrer qu'il y a toujours une façon de susciter l'intérêt, de créer de la mémorisation et de montrer que la publicité, c'est ça, c'est arriver à éveiller, à réveiller, à provoquer, à créer que tout à coup une petite réaction. Si la publicité est banale, elle rentre par là, elle sort par là, ou elle rentre par là et puis elle disparaît. Là, c'est quelque chose qui marque les esprits parce qu'il y a un message. Ça raconte déjà une histoire. On n'a pas arrêté, vous savez, de parler de storytelling, raconter une histoire. Ben déjà, ça en racontait une. J'enlève le haut, demain j'enlève le bas, je tiens mes promesses. C'est une façon de tenir en haleine les gens, comme le font les séries américaines aujourd'hui. Donc quelque part, en valeur absolue, la formule magique de Myriam se retrouve aujourd'hui dans l'utilisation des médias, des nouveaux médias sur Internet, où on crée des teasings, vous savez, avec les bannières, et vous devez cliquer pour savoir ce qui se passe derrière. Ben, quelque part, ils font tous du Myriam. Donc Myriam a initié vraiment dans cette forme, dans cette dialectique, publicitaire, dans cette mécanique de teasing et de révélation, aujourd'hui inspire encore tous les créatifs dans le monde entier et sur tous les supports surtout. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a deux façons de balancer un message, vous le balancez tout de suite, et vous créez de l'impact, ou alors vous balancez quelque chose qui va se poursuivre, comme on le fait aujourd'hui avec le transmédia ou le cross-média, où on commence une histoire sur Internet, elle se poursuit en télé, elle part en radio, vous la retrouvez dans la presse, et vous écrivez un cheminement comme ça de votre contenu et de votre histoire en fonction des différents supports. Ben, quelque part, c'est un peu cela. On met les gens en haleine, on les tient comme ça. Bon, là, ça a duré 3 jours, mais aujourd'hui, on peut les faire durer beaucoup plus longtemps que cela. Alors, quand on regarde Myriam, pour moi, c'est vrai que quand on fait une conférence sur la pub, il faut toujours parler de Myriam, parce que ça montre que la publicité et que les annonceurs, surtout parce que c'est pas que les agences, la publicité, c'est fait d'abord par les annonceurs. Les agences ne sont qu'un moyen de le faire. Mais ça parle aux annonceurs en disant il faut continuer à être drôle, à prendre des risques, à provoquer, à susciter, non pas le scandale, mais le débat, à créer un bon souvenir, à laisser des traces, ne pas avoir peur d'aller dire quelque chose aux gens, pas de se dire bon, moi je vais juste balancer mon information et puis je disparais. Ça ne sert à rien d'investir aujourd'hui quand on n'a rien à dire et quand on ne veut pas le dire fort. Quand on ne veut pas le dire fort, ben vous faites un communiqué de presse. Quand vous voulez le dire fort, vous investissez en publicité. Mais quand vous êtes dans la rue, moi je me suis battu pendant des années, vous vous en souvenez, sur le rôle social et sociétal de l'affichage. L'affiche, à la base, est inventée par les politiques. Interdiction d'afficher, on parle d'affiche électorale. Interdiction d'afficher, c'est... Pourquoi? Parce que l'affiche n'était là au démarrage que pour véhiculer du message du pouvoir en place vers les citoyens. Donc il y a un rôle extrêmement fort donné à l'affichage. Les marques ont pris ensuite le relais. Et puis les marques se sont servies de ces panneaux et puis, pour créer un nouveau marché, qui est le marché de l'affiche. Mais n'oublions pas que quand on véhicule un message, il doit être fort, il doit dire quelque chose. Il doit être aussi important que les politiques quand ils ont quelque chose à me dire. Malheureusement, ils ne font plus de campagne d'affichage depuis 20 ans. Là aussi, c'est un vrai problème. Donc, pour tous les étudiants qui regardent cette campagne, c'est une valeur absolue. Être drôle, provoquer, jouer, être surprenant, tenir les gens en haleine, donner une information simple et efficace et surtout laisser une trace qui soit, pour moi, la seule définition de la pub, c'est un cadeau. Voilà, il y a 2 façons de vendre. Quand vous êtes dans un VRP et que vous voulez vendre un aspirateur, il y a 2 façons de faire. Ding ding, vous sonnez à la porte, dès que la porte s'ouvre, bam, vous mettez le pied et vous poussez la porte. Première façon qui n'a jamais été la mienne. Parce que c'est intrusif, comme l'est la publicité. Mais il y a une autre façon de transformer cette intrusivité en message qui est un cadeau, c'est ding ding, la porte s'ouvre et là, vous chantez quelque chose. Bonjour madame, je suis venu vous vendre un aspirateur. On est dans du Jacques Demy, tout d'un coup la dame s'est dit, tiens, c'est bizarre, on m'a jamais parlé comme ça. Il y a eu peut-être 10 mecs qui sont passés avant lui pour vendre un aspirateur, mais celui qui va trouver la façon la plus originale de se présenter, puis la pub ça dure maximum 30 secondes, 20 secondes aujourd'hui, et bien celui-là on va l'écouter, on va avoir envie d'aller vers lui et peut-être d'acheter. C'est ça la pub, il ne faut pas chercher de grands discours.